Bonjour et bienvenue dans le chapitre 1 de Système d'exploitation 2. Imaginez la scène, 4 voitures arrivent à un carrefour en même temps. Chacune attend que l'autre avance pour s'engager. Mais elles attendent toutes. Résultat, aucune ne peut passer, elles restent bloquées. C'est exactement ce qu'on appelle un interblocage, ou deadlock, en anglais. Dans ce chapitre, nous allons comprendre pourquoi cela se produit et comment y remédier. Ce chapitre est structuré en 4 grandes parties. Nous commencerons par une introduction au problème de l'interblocage avec des exemples concrets. Nous verrons ensuite la caractérisation de l'interblocage, c'est-à-dire les conditions nécessaires à son apparition et le graphe d'allocation des ressources. Troisièmement, nous étudierons les différentes méthodes de traitement. Et enfin, nous terminerons par une conclusion. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de identifier les 4 conditions nécessaires à l'apparition d'un interblocage. Construire et interpréter un graphe d'allocation des ressources. Différencier les 4 stratégies de traitement, ignorance, détection, évitement et prévention. Appliquer l'algorithme de détection de cycle. Vérifier si un état est sûr avec l'algorithme du banquier. Autant de compétences essentielles pour tout informaticien. Commençons par le problème fondamental. Dans un système multiprogrammé, plusieurs processus s'exécutent simultanément et se partagent des ressources limitées. Chaque processus demande des ressources, les utilise, puis les libère. Mais que se passe-t-il si un processus demande une ressource qui est déjà détenue par un autre processus? Il est mis en attente. Le problème survient lorsque cette attente est circulaire et indéfinie. C'est ce qu'on appelle un interblocage, une situation où un ensemble de processus se bloquent mutuellement, aucun ne pouvant avancer. Formellement, un interblocage est une situation où chaque processus d'un ensemble attend un événement qui ne peut être provoqué que par un autre processus du même ensemble. Prenons 3 exemples concrets. Exemple 1, circulation routière. 4 voitures arrivent à un carrefour. Chacune attend que l'autre passe. Résultat, aucune ne peut avancer. Exemple 2, base de données. Le processus A verrouille R1 et attend R2. Le processus B verrouille R2 et attend R1. Blocage total. Exemple 3, sémaphore. P1 prend R1 et attend R2. Page 2 prend R2 et attend R1. Les 2 processus sont bloqués. Toute interaction entre un processus et une ressource suit 3 étapes bien précises. Étape 1. Demande, request, le processus sollicite la ressource. Si elle est disponible, elle lui est allouée. Sinon, il attend. Étape 2. Utilisation, use, le processus utilise la ressource qui lui a été attribuée. Étape 3. Libération, release, une fois le travail terminé, le processus libère la ressource pour qu'elle soit accessible à d'autres. Un interblocage survient quand ce protocole est perturbé par une attente circulaire. Pour qu'un interblocage se produise, 4 conditions doivent être réunies simultanément. Premièrement, l'exclusion mutuelle. Les ressources ne sont pas partageables, un seul processus à la fois peut les utiliser. Deuxièmement, la possession et attente. Un processus peut détenir des ressources et en demander de nouvelles sans les libérer. Troisièmement, la non-réquisition. Une ressource allouée ne peut pas être retirée de force, elle doit être libérée volontairement. Et enfin, l'attente circulaire. Il doit exister un cycle d'attente entre les processus. Si l'une de ces 4 conditions est absente, l'interblocage est impossible. C'est un point fondamental à retenir. Pour détecter un interblocage, nous utilisons un outil visuel puissant, le graphe d'allocation des ressources. Ce graphe est composé de 2 types de nœuds. Les processus, représentés par des cercles, et les ressources, représentées par des carrés. À l'intérieur des carrés, des points indiquent le nombre d'exemplaires disponibles pour chaque ressource. Les arêtes, quant à elles, matérialisent les relations entre processus et ressources. Une arête dirigée d'un processus vers une ressource, notée Pi vers RJ, signifie que le processus Pi demande un exemplaire de la ressource RJ et est en attente. Une arête dirigée d'une ressource vers un processus, notée RJ vers Pi, indique qu'un exemplaire de la ressource RJ a été alloué au processus Pi. L'analyse du graphe permet de tirer des conclusions claires. L'absence de cycle dans le graphe garantit qu'il n'y a aucun interblocage dans le système. En revanche, la présence d'un cycle est un signal d'alarme. Si chaque ressource du cycle ne comporte qu'un seul exemplaire, alors il y a obligatoirement interblocage. Mais attention, si des ressources du cycle ont plusieurs exemplaires, l'interblocage est possible mais pas certain.
Il faut analyser plus finement pour voir si au moins un processus du cycle peut terminer son exécution. C'est un outil essentiel pour tout administrateur système. Face au problème des interblocages, 4 stratégies sont possibles. 1. Ignorance, politique de l'autruche, on fait comme si le problème n'existait pas. Cette méthode est simple mais risquée. 2. Détection et guérison, on autorise l'interblocage, on le détecte, puis on y remédie, préemption, rollback, destruction. 3. Évitement, on alloue les ressources avec précaution grâce à l'algorithme du banquier. On reste toujours dans un état sûr. 4. Prévention. On élimine l'une des 4 conditions nécessaires à l'interblocage, ce qui rend le phénomène impossible par construction. Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Le choix de la stratégie dépend du contexte système, des performances souhaitées et du niveau de risque acceptable. Conditions nécessaires à son apparition, l'exclusion mutuelle, la possession et attente, la non-réquisition et l'attente circulaire. Vous connaissez également le graphe d'allocation des ressources, un outil puissant pour détecter les cycles annonciateurs d'un interblocage. Enfin, vous avez une vue d'ensemble des 4 stratégies de traitement, l'ignorance, la détection et guérison, l'évitement et la prévention. Ces compétences vous seront très utiles pour analyser et optimiser un système d'exploitation moderne. Dans le prochain chapitre, nous aborderons la gestion de la mémoire. À très bientôt.